Bonjour à toutes et à tous. Je suis Delphine Grouès, directrice de l'Institut des compétences et de l'innovation de Sciences Po. Bienvenue à ce dernier chapitre du cycle Écrire, éditer, proposé par notre Centre d'écriture et de rhétorique en cette année universitaire 2020-2021. L'objectif des rencontres qui l'ont composé était de comprendre et d'interroger la création littéraire en entrant dans la fabrique du livre, celle-ci étant indissociable d'une collaboration tout à la fois singulière et unique, celle d'un auteur avec son éditeur. Au cours de ce cycle, nous avons d'abord plongé en octobre au cœur de la richesse des formes expressives de la création grâce à la conversation avec l'actrice et autrice Isabelle Carré et avec Juliette Jost des éditions Grasset. Puis, en décembre 2020, à travers le genre très spécifique du roman noir, c'est la jeune plume Alexandre Gallien, lauréat du prix du Quai des Orfèvres, et son éditrice Maïté Ferracci aux éditions Michel Lafon que nous avons rencontrés lors d'un dialogue haut en couleurs. Enfin, en mars, nous avons accueilli notre titulaire de la chaire d'écrivain en résidence de ce semestre, Louis-Philippe d'Alembert, ainsi que son éditrice Sabine Vespizer, des éditions du même nom, entrant cette fois dans les arcanes d'une maison d'édition indépendante. Aujourd'hui, c'est avec un immense honneur et bonheur que nous recevons, pour clore ce cycle annuel, Nathalie Léger, qui, en une seule personne, conjugue ces deux activités, écrire et éditer. Et Nathalie va même au-delà, en œuvrant à la conservation et à la promotion du patrimoine littéraire contemporain. Merci beaucoup d'être ici à nos côtés pour ce dernier volet de notre cycle annuel. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre. Chère Nathalie, le trait d'union entre tes différentes activités est certainement celui de ta passion pour la littérature. Tu es éditrice. Tu as ainsi dirigé l'édition en 5 volumes des écrits sur le théâtre d'Antoine Vitez, paru chez POL. Et tu as établi, annoté et présenté celle des 2 derniers cours de Roland Barthes au Collège de France, dans une coédition entre le Seuil et l'IMEC. Tu es autrice. Tu as publié des essais, comme celui intitulé « Les vies silencieuses » de Samuel Beckett. Tu as écrit des romans biographiques ou autobiographiques, publiés chez POL. Tous rencontrent des succès immédiats. Citons ton premier roman, intitulé « L'Exposition », fondé sur la trajectoire de la comtesse de Castiglione, lauréat du prix Lavinal Printemps des lecteurs. Ou Supplément à la vie de Barbara Loden, roman consacré à l'actrice et réalisatrice Barbara Loden, pour lequel on t'a décerné le prix du livre interne. Ou encore La robe blanche, roman qui retrace l'histoire de l'artiste italienne Pippa Bacca, assassinée alors qu'elle faisait un voyage de la paix, en autostop de Milan à Jérusalem, symboliquement dans une robe de mariée. Roman d'ailleurs pour lequel tu reçus le prix Vepler. L'an dernier, donc en 2020, tu as également publié Suivant l'azur, toujours chez POL. La littérature, non seulement tu l'édites et la crées, mais tu l'exposes aussi. Tu as en effet été commissaire d'exposition, tels que Le jeu et la raison, consacré à Antoine Vitez lors du Festival d'Avignon de 1994, ou L'auteur et son éditeur, c'est plus qu'opportun aujourd'hui, à l'IMEC en 1998, sans oublier l'exposition sur Roland Barthes au Centre Georges Pompidou en 2002, puis en 2007, de l'exposition sur Samuel Beckett dans ce même lieu. Depuis 2013, tu diriges l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, l'IMEC, qui conserve et met en valeur une importante collection d'archives dédiées à l'histoire de la pensée et de la création contemporaine. Le site même, à l'abbaye d'Ardenne, à côté de Caen, est tout à fait unique et a d'ailleurs reçu le label de centre culturel de rencontre qui distingue des monuments historiques porteurs de projets culturels généraux. Chère Nathalie, te présenter synthétiquement est tout un défi. Le leitmotiv de la passion littéraire sous-tend tout ton parcours, ainsi que celui de la transmission, de la diffusion. Chères étudiantes et étudiants, même si vous êtes à distance, n'hésitez pas à participer via la section chat
de ce webinaire. Nous serons porte-voix pour relayer vos questions à Nathalie Léger. Vous êtes au cœur de cet événement. J'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui dans la modération par Justine Brisson, doctorante en théorie politique à Sciences Po, qui nous rejoindra en deuxième partie de l'échange. Maintenant, place à la discussion, chère Nathalie. Pour commencer, Nathalie, encore bienvenue à Sciences Po. Merci Delphine, c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir de te recevoir. Nous avons vu que tes activités, tes missions et ton parcours se tressent autour de différentes activités littéraires. Quelle a été la porte d'entrée de cette passion que tu as pour le monde littéraire? Comment est-ce qu'elle s'est développée? On revient un petit peu sur le début de ton parcours avant d'enchaîner sur d'autres questions. Oh, je crois très simplement par le livre, et je dirais même un petit peu autrement, par le texte. Cette conjonction, cette rencontre entre mon parcours, ma formation, disons mon parcours, et par exemple l'IMEC, qui est même plus ancien à l'époque à proprement parler de ma direction de l'IMEC. C'est une aventure que je suis presque depuis ses tout débuts. On y reviendra sans doute. Elle s'est faite à partir d'une expérience qui est très fondatrice pour moi, qui est celle du théâtre et de mon travail, à la fois pratique et de recherche, dans cet univers-là, enfin dans cet espace-là, qui est d'une richesse, je dirais, qui me rend parfois d'ailleurs un peu nostalgique. En tout cas, c'est à partir de là que beaucoup de choses se sont à la fois cristallisées et conjuguées. Alors bien sûr, il y a toujours une archéologie de ça à faire. C'est toujours intéressant d'ailleurs. Oui. Même si les réponses, j'imagine, pour tous tes invités sont à peu près les mêmes. C'est la question de la lecture. Enfin, quel qu'en soit son rythme, quelle que soit la manière dont on y verse, pour dire dont on y tombe, il y a toujours des motifs au fond très intimes, de la relation de chacun avec un texte, et surtout de la relation qui se noue dans l'enfance. Et cette question de l'enfance est vraiment essentielle, le lien entre l'enfance et la littérature. Voilà, donc le conte, la fable, et puis quelqu'un qui lit, souvent une grand-mère, en l'occurrence une grand-mère dans mon cas. Et là, il y a quelque chose, on peut le dire, comment dire, c'est ça qui est toujours assez intéressant, c'est que ça paraît banal, alors que c'est fondamental. Il y a quelque chose, dans mon cas, mais je crois chaque fois, d'assez vital dans cette c'est pas une découverte, parce qu'au fond, on a l'impression d'être toujours plongé là-dedans, mais voilà. Donc, le tour que ça a pris pour rencontrer le théâtre, là, c'est plutôt d'ordre visuel. Mais il s'agit quand même toujours de la manière dont un texte est porté et dont il est interprété. Alors bien sûr, l'espace, la lumière en l'occurrence, c'était une vraie passion, mais tout ça est lié, je dirais, une fait qu'un, et une unité très, très mouvante, et qui passe son temps à se chercher, à chercher des objets finalement très divers qui lui permettent de dire une émotion ou d'explorer un chemin. Pas de le trouver, mais de l'explorer en tout cas. Et justement, cette exploration, c'est vraiment intéressant, parce que lorsqu'on voit ces auteurs qui t'ont inspiré, ou en tout cas à qui tu as consacré des travaux, comme Antoine Vitez ou Roland Barthes et Samuel Beckett, ils sont tous dans une forme d'exploration très forte, entre Antoine Vitez qui part du principe qu'un texte peut être modelé avec une grande liberté, ou Roland Barthes et sa fameuse théorie sur l'auteur et la liberté de l'auteur, ou Samuel Beckett qui pousse encore cette dynamique plus loin sur le fait de mettre les méandres de l'esprit directement sur scène.
Comment est-ce que, au-delà de l'intérêt que tu leur as apporté, cela peut peut-être inspirer ou avoir un impact sur ta propre démarche créative? Alors, d'abord, je dois dire que ça n'était pas du tout prémédité. Mais qui peut dire que des rencontres dans le texte puissent l'être? Bien sûr, on organise ces recherches. Mais là, en l'occurrence, c'est plus que la question de la recherche. À chaque fois, ça a été le hasard d'une rencontre. C'est très souvent lié à une confiance qui vous est faite pour découvrir le théâtre, pour découvrir la littérature. On vous confie quelque chose. Là, je dois vraiment rendre hommage à Olivier Corpet, qui dirigeait l'IMEC et qui m'a beaucoup fait confiance, une confiance absolue. Et on a très bien travaillé ensemble pendant de nombreuses années. C'était donc le cofondateur et directeur de l'IMEC pendant de nombreuses années, et un ami. Ces rencontres dans le théâtre, elles sont innombrables. Et je garde en mémoire la rencontre avec Antoine Vitesse, par exemple. Mais ces rencontres, elles sont le fruit du hasard aussi, ou en tout cas de l'occasion. Donc, pour moi, il n'y a pas de construction, même a posteriori, entre eux, par exemple, trois qui ont pour moi été vraiment des enjeux de recherche, qui le sont devenus au bout d'un moment. La recherche, c'est au-delà de la rencontre et du hasard. Après, il faut retrousser ses manches et puis il faut bosser, quoi. Ça engage. Mais au départ, c'est le hasard, c'est la rencontre, la confiance. C'est une série d'intuitions et de confirmations. Et c'est vrai que chacune de ces rencontres, pour moi, c'est ça surtout que je garde comme en mémoire, ça a été des chances. Enfin, je vais avoir la chance de transcrire et d'éditer, d'annoter, d'établir le texte, de l'annoter. Les 2 derniers cours de Roland Barthes au Collège de France, voilà, ça fait partie dans une vie de ces moments de grâce. Ouais. Et c'est pas simplement juste une petite extase en passant, ça engage. Ça engage un exercice de pensée. C'est aussi un apprentissage, l'apprentissage de cette pensée-là. Enfin, pour l'accompagner sur le plan éditorial, il faut, là encore, il faut travailler pour essayer d'être le plus juste possible, bien sûr. Hein. D'ailleurs, à cet égard, la question, je trouve, de l'édition, avec tout ce qu'elle implique d'appareils, comme on dit, hein, d'appareils scientifiques, quand l'édition est scientifique, ouais. Ça, c'est un exercice qui est presque une sorte de méditation sur ce qu'est la littérature. Et ce n'est pas simplement, bien sûr, appareil, d'ailleurs, le mot le dit, c'est d'ordre technique, mais en tant que la technique sert, accompagne non seulement un texte, mais enfin, elle est un des ferments de la circulation des textes. Et sans même parler d'érudition, je ne le suis pas. Il s'agit là encore une fois de précision et d'une forme d'exercice, une forme d'exhaustivité pour celui qui accompagne le texte d'un autre, sans parler même de la fidélité, hein, mais en tout cas oui, je dirais, de méticulosité, de sérieux qui n'exclut pas le plaisir, mais c'est un bel exercice. Ouais. Et puis après, il y a, pour ce qui est de Beckett, là, toute autre chose, mais qui lui est liée d'une certaine manière, parce qu'au fond, Beckett, il s'agissait de la fabrique, et de la fabrique d'un objet qui est toujours passionnant à réaliser, surtout quand on vient du théâtre. C'est un objet qui s'appelle une exposition, donc un objet avec des déterminations matérielles énormes. Et finalement, que ce soit dans l'exercice critique, ce qu'on appelle l'exercice critique, par exemple une édition critique, ou la construction d'une exposition, tout ce que ça signifie de penser un parcours en espace et en image, c'est le même rapport entre comment dire, il s'agit toujours de donner forme à une idée, et même une note de bas de page, j'exagère peut-être un peu, mais ça relève quand même de ça, de cette fonction
adjacente du savoir. Et donc, pour Beckett, il s'agissait de créer un objet très, très matériel, qui n'était pas accompagné de l'établissement d'un corpus scientifique. Mhm. Finalement, au moment de faire l'exposition Barthes, on était chaque fois deux, hein, Marianne Alphon et moi. Et ça a été de très, très belles aventures. Mais au moment de Barthes, j'avais pensé à écrire quelque chose sous forme de biographème. Et puis, je crois que je n'avais pas osé. Et alors, et bizarrement, pour Beckett, je n'ai même pas songé à oser ou pas, ça s'est fait. C'est comme ça que les choses doivent se faire sans doute en matière d'écriture. Mais là, il s'agissait, petit à petit, les choses se sont transformées à ce moment-là. Il s'agissait moins d'appareillage que de rêverie. Mais c'était toujours dans les mêmes espaces comme ça de proximité avec des langues, avec des langues. Et c'est vrai que lorsque tu parles d'espace de rêverie en parlant de Beckett, c'est peut-être en rêvant qu'on arrive à plus le saisir, à arriver à saisir ce qu'il souhaite transmettre. Alors, c'est quelque chose qui m'a toujours frappée, c'est comment est-ce que c'était possible que j'ai pu écrire mon premier livre sur Beckett. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y en a quelques-uns, mais c'est l'un des objets les plus intimidants. Hein. Beckett est quand même, pour beaucoup d'écrivains, peut-être pour une sorte de surmoi, tant d'admiration peut immobiliser. Et je dois dire que ça n'est qu'après coup, une fois que le livre était écrit, que j'ai réalisé que j'avais écrit sur Samuel Beckett. Dans l'écriture, je suis passée absolument insensiblement de tout cet énorme matériau que je devais rassembler dans le cadre du travail d'exposition. Et finalement, tout ça s'est fait à partir d'une immersion, comme une évidence. Au fond, il y avait tant de matériaux que j'avais besoin de trouver une autre manière de le déplacer, de l'agencer, de le malaxer, que l'exposition elle-même. Et une exposition, encore une fois, c'est vraiment un exercice de transposition intérieure d'ordre visuel. Il faut quand même construire des conjonctions, des écarts, des rythmes dans l'espace. Il faut anticiper ça, si possible. Et écrire, être dans une toute autre forme, mais c'est même de construction, mais là aussi d'ajointement et d'écart. C'est avéré indispensable, comme s'il y avait un matériau qui n'était pas épuisé. Et d'ailleurs, il y a une phrase que tu as rédigée dans le supplément à la vie de Barbara Loden que je voulais te relire, qui met vraiment en exergue ta démarche, toi, en tant qu'autrice. Je voulais raconter ce qui était en plus et je voulais raconter ce qui manquait. Donc, ton écriture, c'est une écriture de l'interstice. Oui, je crois que toute l'écriture Barthes parlait d'un art de la nuance, et cette formule, cette pensée qui est la sienne, mais particulièrement chère. Je crois que c'est ça, la littérature. L'air, l'espace dans lequel la littérature se déploie, c'est vraiment celui-là, un art de la nuance. Et pour ce qui est de la phrase que tu cites, le livre s'appelle Supplément à la vie de Barbara Loden. Et c'est vrai que pour Beckett, comme pour Supplément, comme pour l'exposition avec la Castiglione, comme pour Pippa Vaca, peut-être, mais c'est autre chose pour Suivant l'azur, mais il y a toujours quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là. Hein. Beckett, bien sûr, mais les trois femmes auxquelles je me suis attachée, entre autres, puisqu'elles me servent aussi à dire autre chose, ces trois femmes, elles ont existé.
il y a une responsabilité à ça. Ça, j'en suis persuadée. Il y a un principe de délicatesse, disons. Donc, la question du supplément à la vie, c'est un supplément qui s'insinue dans ces espaces que tu dis, dans ces interstices, ça, j'en suis certaine. Et en même temps, ces espaces ne sont, à proprement parler, enfin, s'il y a une définition du supplément, c'est ça. Et d'ailleurs même, le supplément, comme Rousseau l'interprète, c'est le supplément, c'est l'écriture même, c'est-à-dire il y a la vie qui se déroule et l'écriture, la masse de commentaires qu'on peut, l'écriture même en est comme le supplément. Donc au fond, ce supplément, c'est à la fois un interstice biographique, si on peut dire, donc une ouverture vers toutes les rêveries possibles, ou en tout cas, oui. Mais c'est aussi l'exercice même enfin, on le tente, de l'écriture. C'est un magnifique livre en tout cas. Et donc, avant de partir dans le sujet de la recherche des archives et de l'IMEC, et puis de laisser la place aussi à Justine pour qu'elle me rejoigne, puisque vous êtes doctorante et donc la recherche est au cœur de votre parcours, pour revenir sur ton écriture à toi de création, lorsque tu t'es lancée pour écrire des romans, est-ce que c'était finalement la rivière qui suivait son cours et cela s'est fait de manière fluide, ou justement est-ce que ça a été, tu as eu l'impression toi de devoir agir et de franchir un cap avant de te lancer dans cette œuvre romanesque? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai plutôt eu l'impression de m'en apercevoir quand j'étais à l'intérieur. Mais je dois dire qu'elle avait été précédée d'essais qui n'avaient pas trouvé leur forme, ou en tout cas qui, en restant inachevés, montraient par là qu'ils n'avaient pas trouvé leur forme. C'est un mot qui me paraît important. Une espèce d'organicité qui, à un moment, s'impose. Ouais. Et c'est sans doute à travers Beckett, et donc, au fond, la rencontre entre plusieurs régimes, plusieurs genres, si on peut dire. Cette question du genre qui est tellement irritante quand elle enferme, et qui, au fond, quand elle n'est pas irritante, ça veut dire qu'elle n'existe plus, et qu'on se fiche d'écrire du théâtre, un roman, un essai, un reportage sportif, une chronique. Peu importe, on est dans l'écriture, et ça conjugue plusieurs régimes. La biographie, puisqu'il s'agit à un moment le document, tout à fait essentiel, évidemment. Le document, et sa précision, sa recherche et sa précision. La fiction, ça va sans dire, et tout ça se tresse. La question, c'est d'être nuancé dès lors qu'il y a quelqu'un qui est en jeu, et précis dès lors qu'il y a un document qui est là. Bon, voilà. Et quant à la question de l'autobiographie, je veux dire, il n'y a pas plus autobiographique, me semble-t-il, que la plus tumultueuse des fictions avec des tas de noms de personnages. Et je crois qu'on s'abrite, qu'on se dissimule beaucoup plus intimement derrière un nom de personnage que derrière un jeu qui est, à mon sens, par définition, tissé d'imaginaire. Donc voilà, ce mélange-là, c'est ça, le mélange. Un mélange. C'est intéressant aussi pour les étudiantes et étudiants que tu as abordé les essais d'écriture non transformés, en tout cas pour le moment. En tout cas, le côté essai, palimpseste, parce que nous avons parmi nos étudiants, beaucoup d'entre eux souhaitent écrire, et justement, ce fait de dire que c'est une démarche qui n'aboutit pas forcément au départ, mais ensuite on s'enrichit de toutes les différentes expériences pour ensuite arriver à se lancer, soit trouver une plume, soit se lancer dans la fiction et dans l'imaginaire. Donc pour revenir, peut-être tu parlais du document, de l'archive, évidemment. Ils sont au cœur de l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Est-ce que tu souhaites justement, tu as mentionné dans ton parcours combien l'IMEC avait été important lorsque tu t'es lancé dans cette carrière, en tout cas dans ce parcours littéraire. Est-ce que tu veux bien nous présenter
cet institut et les archives que vous Oui, protégez. un monde. C'est oui, c'est tout un monde et un endroit unique. Et puis c'est plus pour moi qu'un métier, c'est vraiment un engagement. Alors l'IMEC, tu l'as dit, c'est une institution dédiée à la conservation, à la préservation donc, et à la mise en valeur d'archives littéraires au sens très large, un peu au sens des archives allemandes qui ont une grande tradition philologique dans ce domaine-là et qui, voilà, archives littéraires autant tout ce qui s'inscrit dans l'écriture, évidemment intégrant la question du numérique aujourd'hui, en tout cas de nouveaux supports. Très grande collection qui, tu l'as rappelé aussi, ça c'est vraiment important parce que je pense que le lieu d'inscription de l'archive détermine aussi ses modalités d'accès, je dirais pas son mode d'interprétation, mais c'est tout à fait essentiel pour toute collection d'archives et peut-être en particulier pour l'IMEC. En tout cas, ce lieu, c'est l'abbaye d'Ardennes, près de Caen. On n'y a pas toujours été. Ça a été un des tournants de cette institution, l'IMEC, qui est jeune, qui a été créée, donc cofondée par Olivier Corpet, Jean-Pierre Dauphin et Pascal Fouché à la fin des années 80, et qui s'est installée à un moment dans cette abbaye d'Ardennes, près de Caen. Grande collection, donc c'est plus 700 fonds, avec un très bel et important, à vrai dire, sur ce plan-là, une des premières collections, même, je dois le dire, la première collection au monde dans le domaine des archives éditoriales. Donc ça, c'est une mine, un savoir-faire, une spécialité, je dirais, de l'IMEC, et c'est important. Avec les archives, enfin bon, c'est plus d'une centaine de fonds de maisons d'édition. Et puis bien sûr, je dirais autour ou à l'intérieur, parce que comment séparer les domaines, la question les fonds d'auteurs à proprement parler, auteur étant entendu au sens très large, je dirais presque d'une autorité de la pensée. Elle s'exprime bien sûr dans la littérature, Audiberti, Rob Grillet, Duras, Violette Leduc, enfin Daniel Colobert. La collection est importante et notre site internet, bien sûr, la déploie. Bien sûr, dans le domaine des sciences humaines, de Jacques Derrida à Louis Althusser, de Gors, Castoriadis, Edgar Morin. Bon, la poésie, de Guy à Jean Follin. Et puis, bien sûr, Vitesse, on en a parlé, mais aussi Chéreau, mais aussi Romer, mais aussi René. C'est une très, très belle collection et je suis toujours gênée de citer 20 noms sur les 700, les frères Dardenne qui viennent de nous confier leurs archives. Enfin, il y a un ensemble vraiment exceptionnel, évidemment tout de suite Duby, Vernon, enfin bon, j'arrête là. Et c'est une aventure parce qu'au fond, quand l'IMEC a été créée, elle l'est toujours sur le mode associatif. Et dans le champ du patrimoine écrit, c'est assez rare. C'est même totalement rare. Et comme modalité de conservation d'une grande collection. Et ça indique une manière de travailler et un esprit. Et s'il y a un mot que je retiens pour cette maison, que j'ai vraiment la chance de diriger, c'est ce mot-là. C'est une maison qui a de l'esprit. Et c'est important, c'est-à-dire dans chaque détail, elle essaie d'incarner ce pourquoi elle a été créée, même si bien sûr, en plus de 30 ans, il y a eu des métamorphoses, disons des inflexions plutôt que des métamorphoses. Et voilà, c'est une maison qui a de l'esprit. Pardon, je suis un peu trop longue, mais sur le sujet. En tout cas, ça donne surtout envie de prendre un train et d'y aller tout de suite et d'explorer toutes ces mines. Une maison qui a de l'esprit et qui crée cet espace justement dont on a tous besoin pour créer, pour se concentrer, pour réfléchir, pour explorer. Et le Centre d'écriture et de rhétorique à sa fondation est né de cette envie justement de proposer ces espaces de respiration, d'oxygénation un petit peu de l'esprit et de créativité aux étudiants. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est un lieu, bien sûr. Une de ses caractéristiques, c'est la résidence, c'est-à-dire les chercheurs viennent en résidence, et bien sûr les écrivains aussi, enfin voilà. Et ça crée des communautés tout à fait provisoires,
mais très précieuses, peut-être parce qu'elles sont provisoires aussi. Elles sont juste une réunion de gens qui sont là, mais qui se rencontrent dans des intervalles, encore une fois, imprévus, pendant un moment d'une forme de vie partagée. Exactement ça. Et donc, nous espérons bientôt, dès que nous pourrons, pouvoir emmener nos étudiants rencontrer ce lieu, y travailler et le connaître. Et donc, en parlant d'étudiants, je souhaite vous remercier, Justine, qui est donc doctorante, d'avoir accepté de participer à cet événement. Je vous laisse la parole. Donc, bonjour, je vous remercie pour cette présentation très intéressante, très riche. Alors, je vais commencer avec une question concernant le positionnement de l'IMEC par rapport à d'autres institutions d'archivage, donc par exemple la BNF. Qu'est-ce qui rapproche l'IMEC d'autres institutions, mais aussi qu'est-ce qui le singularise? Alors, je le disais à l'instant, dans ce champ qui est construit autour historiquement, je dirais, dans la très longue histoire de la conservation et de l'institution du patrimoine écrit. Le patrimoine écrit n'est pas sorti tout armé des premières archives littéraires. Dans cette très longue histoire, elle s'organise d'abord autour de grands établissements publics. Il y a bien sûr quelques grandes collections qui ont existé et qui existent. Je pense par exemple à la bibliothèque Jacques Doucet. Mais au fond, puis bien sûr, il y a des collections très patrimoniales, souvent associées à de grandes bibliothèques municipales. La collection, par exemple, de la bibliothèque municipale de Lyon. Mais c'est vrai que dans ce champ-là, l'irruption de l'IMEC a été quand même à la fois un projet et une surprise. Un projet parce que ça a toujours été soutenu par le ministère de la Culture et justement vécu comme une alternative. Donc le mot, c'est peut-être celui-là. Et cette alternative, elle tient aux éléments que j'ai indiqués à l'instant. Le statut, donc ce sont la communauté des apporteurs d'archives, des donateurs, déposants, qui forment notre Assemblée générale, mais aussi l'équipe. On est 38. Évidemment, un établissement public comme la bibliothèque, qui est notre Bibliothèque nationale de France, qui est notre bibliothèque à tous, ils sont plus de 2500 à ma connaissance. Ce sont donc des missions conservatoires au même titre, obéissant aux mêmes normes de conservation, mais avec des dimensions, des formats qui sont pas du tout les mêmes. Donc c'est important, je crois, que ce qu'on appelle le paysage patrimonial en France puisse s'appuyer sur des établissements qui, étant si distincts, ne peuvent être que complémentaires puisque nos métiers sont les mêmes. C'est plutôt un signe de bonne santé et de bonne santé, je dirais, politique. Je vous remercie. J'ai une autre question concernant donc, le public de l'IMEC. Donc, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais quelles sont vos stratégies pour faire connaître l'IMEC à un public plus large que celui des initiés, des universitaires? Est-ce que vous avez des stratégies? Alors déjà, on y mange très bien. Et ça, c'est une stratégie. C'est-à-dire, c'est important. Non, mais au-delà de la plaisanterie, c'est quand même très important quand les gens sortent de Paris, parce qu'il faut dire et redire toujours à quel point, et même, je dirais, il est toujours plus difficile de sortir de Paris. C'est-à-dire, maintenant, tout le monde a tout sur son smartphone. En gros, plus personne ne bouge. Je ne parle pas du Covid, évidemment. Mais il y a peut-être moins de curiosité qu'il y a pu y en avoir. Et en tout cas, l'idée de se déplacer en matière de recherche, c'est une bonne chose. C'est important. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le déplacement même. Et quand il n'est pas que métaphorique, il peut se passer quand même des choses. Donc, les conditions d'accueil, ça me paraît tout à fait majeur. Mais pour ce qui est donc le bouche à oreille autour de cette question-là, marche assez bien. Mais au-delà de ça, on fait comme tout le monde, évidemment, les réseaux sociaux, voilà. On essaie aussi, et ça, je crois que l'équipe est très, très attentive, c'est aussi une qualité d'accueil. Et c'est pas juste parce qu'on est gentil et poli quand on ouvre la porte,
L'accueil, c'est ce qu'on appelle, par exemple, nous, l'orientation à distance, la capacité à accompagner des recherches, de façon à ce que quand le chercheur ou le lecteur, je vais y revenir rapidement, franchit les portes de l'abbaye, il est sûr certainement pas de trouver ce qu'il cherche, ce serait peut-être dommage, mais en tout cas de commencer par ça, mais surtout d'avoir après une plateforme pour aller plus loin s'il le souhaite. Bon, il faut que ce déplacement lui offre non pas le succès et la réussite de sa recherche, ça, on n'en sait rien, mais en tout cas le plus de matériaux possible. Et puis je réagis à votre remarque parce que pour nous, mais je pense pour toutes les institutions d'archives, la question n'est pas de subsumer la notion de recherche à celle de l'académie. Bien sûr que l'université, nos partenariats avec de nombreux établissements de recherche, à commencer par l'université de Normandie, ces partenariats sont majeurs. Mais notre bibliothèque, elle est vraiment ouverte à tous, y compris aux lycéens de la proximité immédiate de l'abbaye. Et bien sûr aux artistes. Elle ne s'exprime pas qu'à travers un régime de consultation, de tout ce dispositif très précis, très performant, à l'intérieur de ce qu'on appelle la bibliothèque. Elle s'exprime aussi à travers notre politique d'exposition et d'édition. Donc c'est quelque chose d'un peu plus rhizomatique, je dirais, que la seule réponse à une demande universitaire. Sur ce plan-là, naturellement, je dis à la question de nos instruments de recherche, hein, ce fameux appareillage que j'évoquais tout à l'heure, il se retrouve ailleurs, mais il est très important et on est outillé pour ça. Hein. Mais on essaie aussi de répondre à l'invention, à l'imagination qui est toujours au cœur de la recherche. D'accord, merci. J'ai une autre question donc, concernant l'accueil des fonds d'auteurs. Qui est-ce qui décide que telle ou telle archive sera accueillie à l'IMEC? Est-ce qu'il vous arrive de refuser des dépôts? Et aussi, qui est-ce qui décide de ce qui va être conservé ou non? Est-ce que toute archive aura sa place à l'IMEC ou alors est-ce qu'il y a un choix qui est fait? L'IMEC, c'est vraiment une collection. Et une collection, au fond, elle se définit presque autant par ce qu'elle écarte que par ce qu'elle accueille, quel que soit le mode d'acquisition. En l'occurrence, à l'IMEC, c'est toujours un principe de dons généreux, d'apports gracieux. Il n'y a pas d'acquisition financière, il n'y a pas du tout dans un système de rétribution financière pour l'archive. C'est un comité ce qu'on appelle le développement des collections, qui est interne à la maison que j'ai nommée, instituée, et qui se réunit pour... on échange sur les propositions, elles sont nombreuses, elles sont de plus en plus nombreuses. Donc, on décline beaucoup, peut-être de plus en plus, parce qu'il est important que ce qu'on accueille, c'est un travail qu'on engage à chaque fois. S'il s'agissait que de dire oui et de prendre, mais c'est pas du tout ça l'enjeu. Hein. L'enjeu, c'est de traiter physiquement, comme on dit, matériellement et intellectuellement les fonds et collections que nous recevons. Ce sont des tâches qui sont menées par une équipe merveilleuse, mais c'est rien de dire que ce sont des tâches méticuleuses de très longue haleine. Donc on doit sans cesse s'adapter, je dirais un peu trivialement, mais nos moyens de production à nos ambitions. Et ça, c'est le meilleur moyen pour constituer non seulement une collection solide, qui a du fond, mais surtout une collection qui est accessible à la recherche. Merci pour votre réponse. Donc, l'IMEC a un statut un peu particulier, vous en avez parlé, donc c'est aussi une maison d'édition.
Comment est-ce que ça se passe dans le cas de la publication d'archives posthumes? Donc, par exemple, vous avez parlé précédemment des cours au Collège de France de Roland Barthes. Comment est-ce que ça se passe lorsqu'on veut publier des écrits qui n'étaient pas forcément destinés à la publication au départ? Donc, dans le cas où l'auteur n'a pas spécifiquement donné un accord, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Comment est-ce qu'on assume ce type de publication? Alors, l'assumer, ça vient dans un second temps, je dirais. Le premier, il est d'abord d'ordre juridique. C'est que ce qui est inédit, donc, puisqu'on va justement l'éditer, ce qui est encore inédit relève de la propriété intellectuelle et morale. Donc, rien ne se fait sans cette communauté que je disais tout à l'heure, des détenteurs et donateurs d'archives, et au-delà, puisque les deux communautés ne se confondent pas en matière juridique, au-delà des ayants droit, et un ayant droit n'est pas toujours détenteur de l'œuvre, détenteur matériel de l'œuvre dont il a le droit moral. Donc, il y a déjà, je dirais, un mouvement de sortie de cet inédit pour s'assurer qu'il pourra être publié en toute conformité juridique. Ça, c'est incontournable. Une fois cet accord acquis, obtenu, alors d'abord, il y a plusieurs ordres. Il y a ce que publie l'IMEC, mais heureusement que l'IMEC n'est pas c'est d'abord ce que publie la recherche et les chercheurs. C'est d'abord ça qui compte, et l'IMEC n'a pas à être chaque fois l'éditeur ou le coéditeur. Donc voilà, il y a plusieurs modalités éditoriales, c'est-à-dire chaque fois autant de possibilités, alors autant de dialogues, autant de possibilités éventuellement de coopération, de partenariat, autant de modalités éditoriales. D'accord. Alors aussi, donc, bon, il y a beaucoup d'archives d'écrivains décédés, mais il y a aussi des écrivains qui décident d'archiver de leur vivant. D'après vous, qu'est-ce qui peut motiver des auteurs à vous transmettre leurs archives? Alors, beaucoup de choses. D'abord, je pense que l'IMEC, depuis sa création, a transformé un peu le rapport à l'archive, et notamment son statut institutionnel a dû, je dirais, un peu d'étendre les choses, si on peut dire. C'est-à-dire, avec l'IMEC, c'est quand même beaucoup la notion c'était concomitant avec des mouvements de recherche puissants, et notamment ceux conduits par l'Institut des textes et manuscrits, l'ITEM, les généticiens, pour le dire plus concrètement. Mais ce qui compte, c'est, au fond, une archive, c'est d'abord un laboratoire de travail. Ce n'est pas la belle pièce de la grande œuvre, un signe dans le panthéon, etc. C'est plus ça du tout aujourd'hui. C'est plus ça les enjeux de recherche d'ailleurs. De même que ça n'est pas la question du genre ou de la discipline. Ce qui est important, ce sont les transversalités. Et ça, c'est la recherche qui le dit. Donc, au fond, j'ai absolument égaré votre question, mais comme on est toujours dans C'était sur donc les écrivains qui décident voilà, leurs archives de leur vivant. Donc, au fond, pour les écrivains eux-mêmes, et donc par écrivain au sens très large, je crois que c'est la question de leur travail, c'est moins la question posthume que la question de leur travail et de l'accès de ce travail à la recherche. Ça peut être assez fastidieux d'accueillir des chercheurs chez soi, ça c'est une des motivations. Mais au fond, à chaque rencontre avec des détenteurs d'archives, à chaque fois, les motifs changent. Quand Patrice Chéreau est venu nous voir, en 1995-1996, il était plongé dans son œuvre de cinéma. Il n'avait plus envie de voir chez lui ses archives de théâtre. Bien sûr qu'il a continué à faire du théâtre et à nous confier au fil du temps les archives des travaux qu'il conduisait et qu'il venait d'achever. Mais voilà, il y a des césures personnelles
qui justifient, qui peuvent expliquer cette décision. Et elle est très passionnante pour nous parce que je le vois, le dialogue, par exemple, avec Michel de Guy, dont l'œuvre à la fois de philosophie, de pensée et de poésie, c'est aussi de la pensée. En tout cas, c'est un dialogue pour nous très, très important. Et décidément, en ces matières-là, la question c'est celle du travail, c'est celle de l'élaboration d'une œuvre. C'est pas la question du posthume ou de l'entume. C'est pour nous pas du tout le sujet. Enfin, on est un peu ailleurs. D'accord. Et si je peux une petite incise, justement, parfois en explorant ces archives-là, finalement, les auteurs, on peut trouver des clés de compréhension de leurs œuvres. Est-ce que toi, tu as pu trouver dans toutes ces archives, est-ce qu'il y a des documents ou des éléments ou une annotation sur un document qui nous permettrait de mieux entrer dans une œuvre parce qu'on comprend mieux l'auteur ou on comprend mieux le travail qu'il a eu avec son éditeur? Oh, bien sûr, oui. C'est ça qui est, enfin, à vrai dire, c'est quand même une expérience remarquable d'ouvrir un fonds d'archives. D'abord parce que c'est une expérience qui est pleine d'émotions. La marque, alors ça appartient au papier et à l'écriture, mais on est encore dans ce régime-là, même si on est aussi dans un autre qui est celui du numérique, dont on ne connaît pas, pardon, j'ai mon masque qui tombe au fur et à mesure où je parle. Donc, il y a cette émotion. Mais même avec le numérique, il y a quand même beaucoup de supports qui sont qui ont une concrétude, une concrétion en l'occurrence très marquante, dans le sens où il y a la marque d'un corps, d'une humeur qui s'y est imprimée. Donc il y a une émotion, ça c'est certain. Mais il y a aussi, dans la forme même, des modalités de pensée. Le rapport à la papeterie, aux instruments graphiques, l'organisation d'une pensée, la question du fichier, c'est absolument majeur. C'est pas des documents, c'est rarement édité un fichier. Bien sûr qu'il y a des enjeux bibliographiques qui ne travaillent que. Mais le fichier, c'est encore un peu autre chose que l'établissement d'une bibliographie, parce qu'un fichier peut mêler même le fichier le plus orthonormé dans une boîte dans une boîte avec des. Dans sa structure matérielle, il dit beaucoup de choses. Donc tout ça, et quant au tout petit papier, on est frappé de la mine. Il y a vraiment, c'est à chaque fois autant de micro-sites archéologiques. Quand je dis micro, c'est pas si micro que ça, parce que la profondeur de coupe peut être immense sur certaines archives. Merci. Justine, encore une, et puis ensuite nous prendrons des questions du public. Donc, finalement, une dernière question qui concerne cette fois-ci plus votre casquette, si je peux dire, d'écrivain. Est-ce que travailler au milieu d'archives influence peut-être la façon que vous avez de concevoir votre propre écriture? C'est une très bonne question. C'est une énigme pour moi. Je n'arrive pas bien à savoir. Alors, oui, certainement. Une chose est sûre, c'est que diriger une institution, c'est un très, très gros travail de gestion de projet. Donc, je considère que l'IMEC est autant un empêchement pour moi à écrire. Mais je considère surtout que c'est une sorte d'épaisseur de texte et de pratique dans laquelle j'ai la chance d'être absolument immergée, même quand j'ai le sentiment d'en être exilée, je dirais. Oui, au fond, quand même, je parlais de grâce tout à l'heure en évoquant la rencontre avec la chance de publier certains grands écrivains, de les éditer. Je dois dire que c'est une grâce pour moi, l'IMEC.
et voilà, cette rencontre entre tout. Justement, il y a une question du public, notamment la seconde, Esther, que je remercie, qui est dans nos coulisses, par rapport à l'IMEC, sur la notion de patrimoine. Depuis 2004, l'IMEC est hébergé à l'abbaye d'Ardenne, à 10 km de Caen. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce lieu et sur le lien que vous établissez entre le patrimoine bâti et le patrimoine écrit? C'est une question intéressante, oui. Je disais tout à l'heure que le lieu de conservation de l'archive importait. Alors, nous a confié un monument historique. D'abord, c'est pas rien dans je dirais dans une ville. Quand on rencontre ce genre de très gros projet, il n'y a pas que ça se trouve, mais il faut le dire, c'est quand même une aventure. Parce que il m'arrive parfois d'ailleurs de rêver que nos équipements et nos bureaux soient installés dans du préfabriqué, parce qu'un monument historique, c'est pas simple. Il faut le chauffer, il faut s'inquiéter de savoir si les chercheurs ont de l'eau chaude dans leur chambre, il faut les conditions, sans parler des conditions d'hygrométrie. Donc c'est la rencontre avec un lieu qui est donné. Nous n'avons pas... il y a eu la construction d'un bâtiment spécifiquement dédié à l'accueil des archives, et selon toutes les normes en vigueur, mais la salle de bibliothèque, et on ne va pas s'en plaindre, elle est installée dans une abbatiale du XIIIe siècle. Donc, ça engage, on a une responsabilité à l'égard de ce patrimoine bâti, et en même temps, chaque jour, je crois que chacun des membres de l'IMEC mesure à quel point c'est bien sûr une responsabilité, mais c'est quand même ça qualifie tout ce qu'on y fait. Et je dirais presque pour le meilleur et pour le pire. J'entends le pire comme il faut bien mesurer ce que ça signifie de réhabiliter les patrimoines très anciens qui n'ont pas été faits pour ça. Mais en tout cas, nous n'avons pas choisi ces espaces, et pourtant, nous savons que nous leur donnons nous faisons avec eux ce qu'un chercheur fait avec une archive. C'est-à-dire qu'on leur permet c'est Michel de Certeau qui disait que toute archive est un lieu de recommencement. Je crois que l'IMEC a été l'une des étapes dans cette longue vie, 900 ans de l'abbaye d'Ardenne, l'une de ces étapes de recommencement du site, de ce lieu, et d'un nouveau rayonnement. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à la question, mais très très bien. C'est vraiment intéressant, Nathalie, merci. Et donc la question qui suivait, on parlait du patrimoine bâti, écrit, et on a une question sur le côté numérique. Oui. Pensez-vous que le numérique transforme la notion et même la réalité d'édition, mais aussi de patrimoine littéraire notamment? Et si oui, comment? C'est une question d'un étudiant à distance. Bien sûr que ça la transforme. Tout nouveau support transforme. Il y a la même transformation. Il y a eu la même transformation entre les différents supports depuis la tablette d'argile jusqu'aujourd'hui, jusqu'au numérique. Et la responsabilité de nos établissements est justement d'en tenir compte et de l'accompagner. D'autant qu'il y a... Comme chaque fois, ce sont des modalités techniques distinctes. La question est de numériser le patrimoine existant, quel qu'en soit son support, et puis une autre chose est d'être capable d'accueillir, de conserver, de décrire et de mettre à disposition de ce qu'on appelle le natif numérique. Donc, ça crée beaucoup de responsabilités à beaucoup d'endroits, ça implique des moyens, des compétences, mais des moyens aussi, puisque tout ça, on le sait, n'est pas si virtuel. Donc, des moyens, des personnes, des compétences. Et ce sont des savoir-faire qui sont en train de se constituer. Pour tous les échanges que nous avons avec nos pairs sur le sujet l'indiquent. C'est en train de s'élaborer, et je crois d'ailleurs qu'on n'a pas
encore tout à fait pris la mesure de l'espèce de trou numérique des 10 ou 15 dernières années, notamment par exemple en ce qui concerne la question des correspondances. Oui. On sait, par exemple, pour prendre un exemple très précis en matière d'édition, puisque c'est aussi le sens de la question, on sait que pour un biographe, pour la recherche, c'est tout à fait capital, les correspondances. Voilà. Et sans parler même de l'anecdote biographique qui compte, c'est tout à fait essentiel. Il y a beaucoup de choses là qui sont et seront perdues. Mais en tout cas, il est évident qu'il faut prendre la mesure, ça c'est déjà engagé, hein, mais il est évident que les modalités sont nouvelles, et ce n'est pas nouveau que des modalités nouvelles dans ce domaine-là surgissent et convoquent des communautés, des métiers et des communautés de professionnels de la conservation et de l'édition. Merci beaucoup. Une autre question de nos étudiantes et étudiants. Avez-vous constaté une augmentation des demandes d'archivage des œuvres de femmes ces dernières années? Alors, quelqu'un un jour m'a posé la question de la parité dans nos collections. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une parité d'hommes et de femmes? C'est une question vraiment, comment dire, à la fois démoralisante et essentielle. Il est évident que ce qui s'archive, c'est ce qui a eu lieu. Et ce qui a eu lieu, c'est très clairement une mise à l'écart des femmes comme créatrices, comme intellectuelles, comme... bon. Alors, bien sûr qu'il y a des œuvres qui existent, elles sont majeures, on le sait, évidemment. Enfin, force est de constater que si on fait tout établissement confondu, tous établissements confondus, si on met la liste, bon, c'est d'abord une liste d'hommes pour répondre à cette question. Et alors, on est attentif à ça, mais encore une fois, l'archive, c'est quand même dans l'après-coup. Et puis, comme dans bien d'autres domaines, la question n'est pas d'arriver à la parité. La question, c'est de ce que sont les œuvres. En revanche, ce qui est important, c'est d'y être très attentif. Et donc, à l'IMEC, on y est. Et on voit émerger quand même des générations de femmes, c'est-à-dire de travaux de femmes. Je dis ça parce que on est très heureux de mettre en valeur aussi des œuvres moins connues. Hein. Je le disais tout à l'heure, c'est pas la question du grand manuscrit, de l'œuvre de très connue. Et donc, c'est je sais pas, faire connaître l'œuvre de Daniel Colobert à partir de ses archives, ou l'œuvre de Janine Worms, ou l'œuvre voilà, comme pour la collection tout à l'heure, c'est toujours difficile d'avoir les noms qui viennent, mais Françoise Daubonne, par exemple, en matière d'écologie, on la cite toujours, et pas simplement les archives d'André Gorz que nous avons, qui est une figure tout à fait importante. Françoise Daubonne est une figure majeure dans le champ, en ayant allié féminisme et écologie politique, entre autres. Tout à fait. Donc, une autre question de Roberta. Qu'en est-il de la poésie? Donc, apparemment, Roberta serait poétesse, donc c'est bravo à elle. Qu'en est-il de la poésie aujourd'hui? Pensez-vous qu'elle intéresse encore les gens? Moi, j'aurais tendance à dire plus que jamais, parce que non pas par décret, par principe. Si je réponds à titre personnel, c'est parce que c'est quand même là que le travail sur la forme est le plus important et le plus passionnant. Mais encore une fois, la question des genres littéraires me gêne toujours un peu. Il y a autant les grandes proses ne sont que poétiques. Et je trouve que rien que ce mot, qui est toujours poésie, poétique, on est toujours obligé de mettre des guillemets, alors que pour tous nos métiers, et plus que nos métiers, dans notre engagement, enfin,
je ne sais pas comment le faire, mais si on pouvait arrêter de demi-sourire, voire de ricaner en disant ce mot, de penser que c'est toujours une sorte d'attribut mièvre, ce serait une grande avancée, hein, parce que ça me paraît tout à fait princeps et recteur, cette question de l'écriture poétique, de tout ce qui relève de la capacité d'agencement formel et de double vue sur le monde. On hésite, hein, à ce seuil-là. J'hésite, ce sont des questions sur lesquelles je préfère répondre par écrit parce que je trouve qu'elles sont aussi essentielles qu'elles appellent, elles, la nuance de la nuance. Et donc, j'aurais pas j'aimerais avoir la capacité de lancer un manifeste en faveur de l'écriture poétique. Je cherchais l'expression même qui avait été employée, mais elle a disparu. Et donc, c'est difficile justement parce que c'est exigeant et essentiel. Très bien. Puis une dernière question, même si on sent que tu veux échapper aussi aux frontières ou aux silos, mais pouvez-vous nous dire comment vous vous définissez ou vous vous ressentez aujourd'hui? Vous sentez-vous davantage autrice, éditrice ou conservatrice? Ou alors est-ce que tu as créé un nouveau mot pour arriver à englober le tout? Non, là aussi, alors... Non, je me sens entre tous ça, autrice, éditrice, conservatrice, et d'autres même encore. Et moi, ce qui m'importe, je les revendique, si j'ose dire, pas tout à fait le mot. Non, je sais que chacune des responsabilités qui est engagée derrière ces trois mots, je suis là. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est de circuler entre voilà et de créer des liens. Quelqu'un me disait à l'IMEC, un écrivain que j'invitais, me disait, on sent que c'est une commande qui vient d'une écrivaine. Enfin, pour moi, j'aime entendre ça. Enfin, c'est le plus beau, je dirais pas le plus beau compliment qu'on puisse me faire, mais ça dit quelque chose de juste sur ce que je tente de circuler entre ces contiguïtés-là aussi, hein, mais ces complémentarités. Ces complémentarités, ces traits d'union. Je pense que merci d'être venu aujourd'hui pour clore ce cycle, parce que les mots que tu as utilisés valent les conclusions. Justement, voilà l'écrivaine en action. Valent toutes les conclusions. Juste pour en rappeler quelques-uns, tu as parlé de transposition, tu as parlé d'engagement, de déplacement, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est justement ça, c'est le côté mouvant que nous ressentons dans la création de manière générale, et la création littéraire, c'est ce déplacement de différents espaces, différentes temporalités. Tu as parlé des textes qui sont portés et interprétés. Tu en parlais notamment lorsqu'on a abordé le théâtre, mais je pense que comme aujourd'hui, c'est la conclusion de ce cycle, écrire et éditer, c'est aussi ça. Un éditeur porte un texte qui a été écrit par un auteur qui le porte aussi. La question d'interprétation vient aussi à travers la lecture que tu as rappelée comme fondement de ta vocation, en fait, de cette passion littéraire. Tu as aussi évoqué finalement ces différents faisceaux qui s'unissent dans une même cohérence, donc avec toute cette diversité, toute cette créativité qui s'unit et qui ne font plus qu'un. Et ça, j'emprunte tes mots. Et l'ensemble de ces commentaires, de ton expérience que tu as partagée, finalement, met en lumière et met en exergue ce que nous avons souhaité faire en portant ce cycle de conférences écrire et éditer. Donc, je t'en remercie parce que pour cette conclusion, je souhaitais vraiment justement
mettre en lumière ces artisans des mots, les artisans des rimes, les artisans du rythme, de l'expression, de la transmission, que sont les auteurs, que sont les éditeurs et que sont tous ceux et toutes celles qui œuvrent à protéger ce patrimoine qui est absolument fondamental. Vous utilisez le mot de mémoire, même dans le titre de l'IMEC, c'est vraiment ça. C'est comment la force de ce passé nous permet à nous de nous projeter dans un avenir et construire cet avenir fort de ce passé que vous protégez au quotidien. Le fait dans ce cycle également de pouvoir mettre en valeur de nous replonger depuis une table de travail d'un auteur ou d'une autrice jusqu'à une présentation en librairie, le dialogue avec son éditeur, jusqu'à le fait de passer aussi sur les planches de théâtre et de voir toute cette trajectoire d'une œuvre, d'une création, et ensuite peut-être être hébergé au sein de l'IMEC dans des archives qui sont absolument phénoménales. Donc, je souhaite remercier bien entendu Nathalie Léger. Merci de cet honneur que tu nous as fait en venant aujourd'hui. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis en direct aujourd'hui et puis ceux qui nous regarderont a posteriori. Merci beaucoup Justine d'avoir participé à cet événement et donné une voix et une image à notre communauté étudiante que nous saluons. Je souhaitais remercier l'équipe audiovisuelle qui est toujours fidèle au rendez-vous, très professionnelle. Merci énormément de nous avoir soutenus tout au long de ce cycle de conférences. Et bien entendu, des remerciements très appuyés à notre formidable équipe du Centre d'écriture et de rhétorique, à Sandra Lézé et à Esther Rogan, qui sont parmi nous aujourd'hui. Nous espérons que ce cycle aura su mettre en lumière ces artisans de la création et leur rendre hommage. Merci beaucoup. Merci, et bonne journée. Merci.